Voilà. Alors, ben, on peut commencer par se présenter. Donc, moi, c'est Lisandré Massé. Je suis responsable de l'éducation et de la prévention chez ANEB Québec. Je suis aussi nutritionniste diététiste. Je te laisse, Marie-Jeanne. Oui, donc moi, c'est Marjane Pinault. Je suis bénévole chez ANEB depuis bientôt 2 ans. Moi, je suis étudiante actuellement au baccalauréat en nutrition également. Puis, je suis rétablie là, d'un trouble alimentaire. Moi, j'ai vécu l'orthorexie ainsi que l'anorexie. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, là, je suis là pour témoigner puis discuter de cet enjeu-là. Un enjeu qui est quand même important parce qu'il est mal connu, puis qui est souvent mélangé aussi avec l'anorexie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran parce que dans le fond, je vais vous faire une petite présentation. Euh, donc, logiquement, si vous ne nous voyez pas, faites signe. On a quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais le but, c'est que vous nous voyez aussi. Donc, comme on a dit, donc c'est une présentation organisée par ANEB. Donc, je vais commencer quand même par vous parler d'ANEB. Un instant. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ANEB, ben, ANEB, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 35 ans. Notre mission, c'est de garantir une aide qui est immédiate, qui est spécialisée, qui est gratuite ou à faible coût là, aux personnes qui sont atteintes de troubles alimentaires, mais aussi à leurs proches. Aujourd'hui, ben, c'est dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux troubles alimentaires qu'on fait cette conférence-là, témoignage. Le thème cette année, c'est vraiment les troubles alimentaires, ça nous regarde tous, ça nous touche tous. Donc, ça, c'est important parce que ben, ça nous touche tous. Donc, c'est ça. Donc, les objectifs d'ANEB, ben, c'est vraiment d'aider, de soutenir, de sensibiliser et de prévenir. On a beaucoup de choses qu'on fait, OK? On a une ligne d'écoute. Donc, je trouve ça important de le nommer parce que vous pouvez appeler à la ligne d'écoute, que ce soit pour des questions pour vous, dans le cadre de votre travail, si vous êtes un professionnel de la santé, pour vos proches, vous ne savez pas si vous avez un trouble alimentaire, vous ne savez pas comment aider. Il n'y a pas besoin d'avoir un diagnostic pour appeler, donc ça, c'est important. Donc, vous pouvez nous contacter. On a aussi le service de texto et clavardage qui est pour les jeunes et pour les adultes. Des fois, c'est plus facile par texto que parler. Donc, un peu la même chose. On est là pour vous écouter, vous soutenir, répondre à vos questions, vous référer aux bonnes places. On a des groupes de soutien, donc vous pouvez vous inscrire. On a des conférences dans les écoles, des kiosques, des formations professionnelles. Bref, ANEB, c'est beaucoup de choses pour aider au sujet des troubles alimentaires. Donc, aujourd'hui, OK, on commence un peu, c'est quoi un trouble alimentaire? OK, ça c'est important parce que c'est pas toujours clair. On pense souvent juste à anorexie et boulimie, mais c'est plus que ça. En gros, un trouble alimentaire, ben, c'est des comportements, c'est ouais, excusez-moi, un désordre qui est complexe, c'est un problème de santé mentale qui est souvent principalement caractérisé par des habitudes alimentaires anormales, une crainte intense de prendre du poids, une grande préoccupation par rapport à son image corporelle. Ça, c'est souvent la première définition qu'on a, mais c'est plus que ça. Je vais juste voir pourquoi ça ne marche pas. Je fais-tu Enter? Ah, voilà, c'est comme ça. OK, il y a différents troubles alimentaires, comme je vous ai dit. Donc, l'anorexie, c'est celle qu'on entend le plus souvent parler. Il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie. Peut-être en résumé, là, l'anorexie. Peut-être, Marie-Jeanne, tu veux-tu nous parler un peu rapidement, là, ça serait quoi l'anorexie? Ben, l'anorexie, ça se manifeste souvent par une sous-alimentation Oui. euh, parce que pour avoir vraiment le diagnostic d'anorexique, il y a comme vraiment, malheureusement, c'est encore caractérisé par les IMC. Donc, il faut Ouais. qu'il y ait un sous-poids. Souvent, c'est engendré par justement une sous-alimentation. Il y a une grande peur de prendre du poids. Il y a une distorsion cognitive. On ne se voit pas nécessairement comme on est réellement. On ne se rend pas Ouais. compte qu'on est en sous-poids. Donc, C'est ça. rapidement, je dirais que c'est ça. Oui, dans le fond, c'est une restriction qui va souvent mener à une perte de poids. La boulimie, ben, la boulimie, c'est une restriction qui va souvent aussi mener à des comportements
d'orgie alimentaire. On va binger, on va manger des grosses quantités d'aliments qu'en général, on mangerait pas. C'est pas nécessairement j'ai mangé une deuxième assiette. Souvent, ça va être beaucoup plus que ça. Il va avoir un comportement compensatoire qui peut être les vomissements, qui peut être la prise de laxatifs, faire de l'activité physique, dans le fond, pour compenser l'apport alimentaire qui était trop grand. Là, on vous résume ça, là, bref, 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 parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. L'hyperphagie, souvent, je compare ça à quelqu'un, on dit souvent manger ses émotions. Donc, ça ressemble un peu à la boulimie dans le sens qu'on va manger beaucoup, mais on n'aura pas de comportement compensatoire. Donc, dans ce temps-là, ça fait souvent qu'il y a une prise de poids. Mon bonhomme, il vient tout de suite me montrer. Il y a la bigorexie avant. La bigorexie, on retrouve ça chez les hommes, beaucoup plus que chez les femmes, mais il y en a quand même chez les femmes. Ça, c'est l'obsession de la prise de masse musculaire. Donc, c'est un peu comme l'anorexie, mais inverse. Donc, au lieu de focuser sur la perte de poids, on focus sur la prise de masse. Aujourd'hui, on va vous parler de l'orthorexie. Avant de passer à l'orthorexie, je trouve important de parler de la diaboulimie. On n'entend pas non plus parler. La diaboulimie, c'est vraiment le contrôle du poids par l'insuline. Donc, ça va être des gens qui ont le diabète de type 1, souvent. Euh, non spécifié ou non spécifique, que j'aime dire, c'est que souvent, on peut avoir un mix de plusieurs choses. Donc, mais on ne cote pas vraiment pour la boulimie. On n'a pas vraiment tous les symptômes de l'anorexie ou de l'orthorexie, mais on est un mix de plusieurs choses. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Donc, ça, c'est important. Mais le sujet d'aujourd'hui, l'orthorexie. Ah, voilà. Premièrement, c'est quoi ça signifie le mot orthorexie? OK. Premièrement, c'est un comportement névrotique caractérisé par l'obsession d'une alimentation saine. Es-tu d'accord avec ça, Marie-Jeanne? Moi, je trouve que c'est sûr que ça résume bien. Oui. C'est une expression assez simple de ce que c'est, Oui. mais oui, je trouve que ça résume bien là, le terme. Là, est-ce que vous entendez un son de construction? Moi, je l'entends pas. Parfait. Parce que là, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui cogne. OK, parfait. Donc, effectivement, c'est vraiment une obsession. C'est pas un phénomène qui est encore reconnu, malheureusement, dans le DSM-5 comme un trouble alimentaire, mais ça reste que c'est un comportement, c'est un trouble de santé qui rentre dans les troubles alimentaires parce que ça apporte une très grande souffrance. Euh, le terme orthorexie a été créé en 1998, donc ça fait pas si longtemps. On revient, une obsession de manger vraiment sainement. Euh, Tu sais, dans le fond, souvent, ce qui est spécial, c'est que dans le fond, l'orthorexie, c'est vouloir être en meilleure santé, vouloir mieux manger. Euh, Si je fais juste regarder ces deux choses-là, tout le monde veut ça. C'est ça qui est particulier. Souvent, les gens vont dire, mais oui, mais c'est super, ça, de vouloir bien manger, tu sais. Mais quand la nourriture devient la priorité, quand tout tourne autour de la planification, de l'achat, de la préparation des aliments, c'est là que ça devient problématique. Peux-tu nous en parler un peu, Marie-Jeanne, toi? Comment ça a-tu commencé comme ça, de vouloir bien manger? Ouais, ben moi, dans le fond, ça s'est manifesté dans un moment de ma vie où j'étais dans un programme universitaire qui était beaucoup axé sur la santé. Donc, c'était pas encore la nutrition, c'était un autre programme. Puis, dans le fond, c'était comme souvent dans la conversation. Puis, moi, ça s'est comme manifesté justement comme une obsession. Donc, c'était comme rendu que ma vie tournait autour de la nourriture. Je devais tout préparer moi-même. Donc, c'était Ouais, impossible pour moi d'acheter un aliment qui était comme déjà préparé. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'était la santé. Ça s'est manifesté aussi beaucoup avec de l'entraînement parce que, tu sais, veux pas, souvent ouais, dans notre société actuelle, les saines habitudes de vie, oui, c'est manger sainement, mais c'est aussi de faire de l'activité physique. Donc, moi, ça s'est vraiment manifesté comme ça au début. C'était comme je veux être la plus en santé possible. ouais, Euh, donc, c'est ça. Puis, comme que tu disais, c'est des choses qui sont bien vues dans la société. Donc, c'est sûr que moi, j'étais vraiment comme, j'étais admirée par mes proches, par cette discipline-là de manger sainement, tu sais, que ça soit une priorité. Parce que je ouais. trouve que c'est vraiment bien dit que la nourriture, ça devient une priorité. Tu te lèves, tu penses à ça, puis tu organises ta vie autour de ça. Autour de ça, exactement. Tu sais, on se demande souvent qu'est-ce qui a fait que ça l'a apparu, tu sais, pourquoi? Parce que, tu sais, manger santé, ben, c'est comme on a dit, c'est une bonne chose de vouloir manger santé.
moi, en tant que nutritionniste, puis en tant, tu sais, j'ai réalisé aussi qu'à un moment donné, ça prend trop de place. On a mis beaucoup, beaucoup l'accent sur l'importance de manger santé. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de gens avec les réseaux sociaux aussi. Voici comment faire. Voici moi ma solution. Euh, tel aliment sont pas bons. Tel aliment peuvent prévenir pour le cancer. Tu sais, il y a plein de choses qui circulent. Est-ce que ça a eu un impact, toi, ça, ou pas du tout? Tu sais, est-ce que tu Mhm. penses que si on n'avait pas eu autant mis l'emphase sur ça, ça aurait été différent? Tu sais, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais tu sais, on se dit que ça a sûrement un lien avec toute cette information-là, puis la pression qu'on met Ben, sur le monde. ouais, je pense que oui, parce que veut pas, même si on s'en rend pas compte, on est tout le temps euh, comme on est tout le temps en contact avec ces informations-là. Dès que tu ouvres ton téléphone, tu vois des. Moi, mettons sur Instagram, il y a beaucoup de recettes, puis c'est fou comment que tu regardes là-dessus, puis tu vois toutes les façons de rendre les recettes plus santé. Tu sais, Ouais. comme, oh non, mais tu devrais remplacer ça par ça, ça c'est sans gluten. Tu sais, moi, à ce moment-là, je savais pas c'était quoi, mais j'ai décidé que moi, j'étais rendue sans gluten parce que c'était meilleur pour la santé, mais comme on gobe ça comme si c'est la vérité, puis on pense Ouais. que ça va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Mais Ouais. moi, ouais, je suis sûre que ça a vraiment un impact parce qu'on sait pas non plus c'est quoi qui est vrai, ce qui est faux. On est Ça, très vulnérable aussi quand on a ouais. un début de trouble alimentaire. Donc, Ouais. Oui, puis tu sais, il y a un mot qui existe, je ne sais pas si tu connais ça, pharmacon. pharmacon, non, ça me dit rien. C'est un terme qu'on utilise plus en pharmacie, tu sais, mais on peut dire qu'un aliment, c'est un pharmacon dans le sens que il peut être autant poison que remède. Un pharmacon, c'est ça, c'est que ça peut être poison, remède. Puis ça, c'est un problème parce que on peut donner un attrait négatif. On peut dire, si on mange de tel aliment, ben, selon l'étude, selon ce que je fais, ça pourrait causer tel problème. Mais la même chose, si je mange de tel aliment, il peut me protéger de telle chose. Mais on oublie que le corps, il se modifie, il vieillit, il s'imprime de vécu qu'on lui fait subir. Donc, écrit, c'est beau, mais dans la réalité, c'est autre chose. Ça, on oublie ça, puis on écoute, comme tu as dit, les conseils de tout le monde, puis on se dit, ah, faut pas que je mange ça parce que, tu sais, ça paraît que ça peut être pas bon pour le cancer, tu sais. Mais tu peux te priver de quelque chose qui peut être bon pour autre chose, tu sais. Fait que c'est ça qui fait que, souvent, moi, je trouve qu'on a trop d'infos, puis qu'on ne sait plus faire la différence, tu sais. Mhm. Il y a plusieurs, tu sais, parce que l'orthorexie, on va en parler tantôt, la différence entre l'anorexie et l'orthorexie, mais ça peut se ressembler. Dans les manifestations problématiques, il y a de l'angoisse, du stress, de l'anxiété à l'idée de manger de la nourriture qui est malsaine, OK, qu'on va juger mauvaise. Par exemple, mon Dieu, qu'on a parlé longtemps d'aliments transformés. Moi, à chaque fois, je fais des jokes, puis je dis, ben, transformé, je veux dire, mes pâtes, quand j'ai cuit, ils se transforment. Tu sais, j'ai transformé mon jambon en le coupant. Tu sais, on pourrait se mettre à, tu sais, mais transformer ne veut pas nécessairement dire mauvais, mais on a vraiment catégorisé. Trop de gras. Ben, le gras, c'est super important. Il y a plein de vitamines que si on ne consomme pas de gras, ils ne seront pas absorbés. C'est pas nécessairement mauvais. Le sel, ben, si on ne prend pas assez de sel, on va avoir une pression trop basse. C'est pas nécessairement mauvais. Le sucre, en ce moment, c'est la grosse affaire, mais on fonctionne au sucre, tu sais. Euh, Est-ce que tu avais comme beaucoup d'aliments qui te créaient cette angoisse-là? Est-ce que tu vivais ça? Ouais, ben, on dirait qu'à un certain point, Ouais, moi, tout était rendu une angoisse, sauf, mettons, quelques aliments, tu sais. Donc, ça ok, faisait que c'était comme. Puis je pense que c'est ça qui a fait, puis on m'en parlait tantôt, mais que j'ai tombé dans l'anorexie après parce que ouais, c'était tellement restrictif que, que justement, tout me ok, rendait comme anxieuse. Tu sais, justement, le gras, j'en ai ouais, vraiment pas consommé pendant très longtemps. Puis ouais, ça, comme tu disais, oui, l'absorption, mais aussi toutes nos hormones sont ouais, faites à partir de gras. Donc, moi, exact. l'aménorrhée est arrivée, donc l'absence de règles est arrivée super rapidement. Ouais. Euh, le sucre, les aliments transformés, comme vraiment, c'était très, très limité ce que je me permettais de manger. Puis ça,
tu sais, à la base, c'est que tu essaies de manger sainement, ça devient obsessionnel. Il y a une restriction calorique qui se fait automatiquement. C'est pas tant l'objectif de restreindre tes calories, mais moins tu as d'options, moins tu peux manger. Fait que ça, c'est un autre des symptômes de quelque chose qui arrive. La culpabilité aussi. J'imagine qu'aussitôt que tu manges quelque chose qui n'était pas prévu ou qui est transformé, tu as une culpabilité. Tu vivais Mhm. de la culpabilité beaucoup aussi. Euh, c'est c'est une culpabilité, une angoisse, Ouais. un- puis tu sais, c'est rendu à l'intérieur de toi. Fait que là, c'est comme, OK, est-ce qu'il va y avoir des comportements purgatifs pour sortir ça? Tu sais, c'est comme C'est aussi, ça. ouais. L'isolement en est un autre parce que ça finit que tu peux plus faire grand-chose parce que tu sais pas ce qu'il y a dans la nourriture, tu sais pas. Tu sais, je sais aussi que dans l'orthorexie, les gens vont comme, ils sont plus capables d'aller manger chez personne. C'est pas juste le restaurant, mais s'ils savent pas exactement ce qui a été mis dans l'aliment, comment ça a été préparé, où ça a été acheté, à quelle température ça a été mis. Parce que l'orthorexie, c'est beaucoup ça. Tu sais, ça peut aller à ces extrêmes-là. Tu sais, le frigidaire est à quelle température? Tu sais, je ne sais pas si c'est allé jusque-là pour toi, mais tu sais, ça peut aller très loin. Oui, moi, c'est pas rendu au frigo, mais je Ouais, confirme que l'isolement est quand même assez souffrant parce que on se rend pas compte, mais dans notre société, il y a beaucoup de choses qui se passent autour de la nourriture. ouais, Puis, quand tu décides de ne pas t'alimenter avec les autres, ben, les gens, ils posent des questions, ils posent des commentaires, mais oh non, j'ai mangé avant, tu sais, comme, il, ouais. il y a comme beaucoup de, mais c'est très difficile après ça de faire des activités, puis, Non, c'est ça. Il y a aussi une perte de poids. J'ai marqué non désiré parce que c'est souvent pas le premier objectif dans l'orthorexie, en fait. À moins que, il y ait un désir de perdre du poids pour la santé en se disant, ben, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je perde du poids pour être en santé. Mais souvent, c'est pas ce qui est recherché. C'est vraiment l'idée de consommer le plus santé possible et d'avoir une façon de fonctionner santé. Donc, souvent, il va y avoir une perte de poids parce que, ben, on s'entraîne peut-être trop ou on mange pas assez. Puis la santé, elle en est affectée. C'est ça qui est particulier là-dedans aussi, c'est qu'à la base, ton objectif, c'est d'être le plus en santé possible et ça t'amène à ne pas être en santé. As-tu fait ce lien-là à un moment donné? As-tu remarqué ça? oui. Puis l'affaire, c'est que quand je me suis rendu compte que j'avais comme perdu la santé, ben il Ouais, était comme trop tard. oui, Euh, puis, tu sais, on en avait parlé un petit peu, mais pour moi, le moment que justement la perte de poids est rentrée dans la balance, c'est vraiment là qu'il y a eu le point tournant avec Rex. l'anorexie. Mais tu sais, ça a été de comme, OK, ben plus je perds du poids, plus ça me permet de courir vite. Parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment beaucoup, beaucoup dans la course. Euh, Ouais, puis c'est ça, ben, je me suis pas rendu compte que, ben oui, perdre du poids, ça me permet de courir plus vite, mais ça fait que j'ai pas d'énergie après pour rien faire. Tu sais, c'est comme ça. l'énergie n'est plus là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est une des choses, j'essaie de voir à chaque fois que je veux changer mon... Bon, c'est une des choses qui fait qu'on a de la difficulté à faire la différence. Il n'y a pas encore, tu sais, des fois, c'est lequel qui commence, parce que je sais que, tu sais, l'anorexie, pour l'avoir aussi vécu de mon côté, a commencé, dans ce temps-là, on parlait pas d'orthorexie, mais ça a commencé en voulant prendre soin de ma santé. Tu sais, parce que veut pas, ben, en restreignant, en essayant de manger moins gras, comme tu dis, moins salé, moins sucré, s'entraîner plus, ben, si tu le fais pour ta santé, mais il y a une perte de poids qui arrive. Puis là, tu as des commentaires positifs des gens, des fois, trop souvent malheureusement. Et puis, on valorise le fait que tu prends soin de ta santé. Tu sais. Mhm. La différence qu'on comprend bien, c'est surtout le fait que dans l'anorexie, la perte de poids devient la priorité. C'est plus tant, parce que comme tu as dit tantôt, la santé, finalement, tu n'es pas en santé. Puis tu as des problèmes de santé. Mais tu ne vas pas te remettre à manger parce que tu sais que c'est bon pour ta santé, parce que là, là maintenant, tu as peur de prendre du poids. Euh, Mhm. Es-tu capable de nous expliquer là un peu ce processus-là qu'il y a eu, tu sais, entre l'orthorexie et l'anorexie? Si tu avais à comme justement parler de cette expérience-là, de toi, un peu dans ton histoire, comment ça s'est passé? Mhm. Ben comme que je disais tantôt au début, c'était vraiment comme le,
je me souviens encore, tu sais, du moment que je me suis dit, OK, tu sais, là, faut que je fasse plus attention à ma santé. Fait que là, comme mon objectif, c'était même pas, tu sais, j'avais même pas de balance. Tu sais, je Ouais. savais pas combien je pesais. C'était pas du tout au niveau du poids. Pour moi, c'était vraiment, je voulais être en shape. Je voulais pouvoir m'identifier à un corps qui est athlétique. Donc, moi, c'était vraiment euh, tu sais, la santé, la qualité des aliments. Donc, pour moi, c'était vraiment ça au début. Sais-tu, excuse-moi de te couper, tu sais-tu qu'est-ce que, tu sais, parce que y a-tu un déclencheur? Y a-tu, ou c'est juste comme, ben, c'est ça qu'il faut faire, faut être en santé. Fait que là, je m'y mets. C'est parce que dans ta tête, c'est l'objectif de tout le monde, parce que ça, c'est un autre problème. On a l'impression qu'il faut tout faire ça. Mais Mhm. c'était-tu un peu comme ça ou il y a eu quelque chose, là? Il y a eu un événement qu'il fallait que tu participes à courir, puis là, tu t'es dit, je vais prendre soin de ma santé. C'était quoi? Je pense que pour moi, ça a été beaucoup à travers la comparaison OK. euh, avec les autres filles dans mon programme, avec ma coloc à ce moment-là. Ouais. J'étais beaucoup, beaucoup dans la comparaison. OK. Puis, je suis quand même quelqu'un qui a une nature compétitive. Fait que pour moi, je le voyais un peu comme une performance. Moi, OK. je veux être celle qui est la plus en santé. Ouais. Comme cette notion-là Ah ouais. m'a comme drivé à ce moment-là. Donc moi, je dirais que c'est parti de là, Euh, de comme mon entourage, ce qui m'entourait. Puis à ce moment-là, c'était pendant la pandémie. Fait que c'est Ouais. sûr que on était beaucoup avec soi-même, on était beaucoup avec nos téléphones. Fait que c'est sûr que j'ai vu beaucoup. Il y avait comme les sources de comparaison, même si on était en pandémie puis isolé, étaient quand même très présentes pour moi. Ouais. Donc, c'est ça, c'est parti de là, c'est parti de la comparaison puis de mon esprit compétitif. Puis là, c'est ça, j'ai mélangé ça avec le sport parce que ben, ça s'enligne avec ma Ouais. santé. Euh, puis, dans le fond, comme qu'on discutait tantôt, ben, il y a une perte de poids qui se fait Automatiquement en fait, ouais. automatiquement parce que tu restreins, puis j'augmentais ma dépense énergétique. Donc, là, quand j'ai commencé à perdre du poids, ben là, c'est sûr que comme tu commences à trouver que ça te fait bien, puis tout ça. Y a-tu Euh, des commentaires positifs? Est-ce que les gens te disaient, ah, t'as l'air en forme, justement? Tu sais, y avait-tu de ça ou il y avait de l'inquiétude par ta perte de poids? euh, je dirais que c'est partagé. C'est partagé. Il y avait certaines de mes collègues qui me félicitaient beaucoup par rapport à ma rigueur, à ma discipline Ouais, au niveau des entraînements. Je faisais le temps pour ça, ouais, malgré un horaire très chargé. ouais, Donc, c'est sûr qu'on me reconnaissait. Par contre, puisque j'ai grandi dans une famille où que ma sœur également a souffert d'un trouble alimentaire, mes proches ont tout de suite levé un peu les drapeaux rouges. ouais, Parce qu'ils savaient, puis aussi, moi, c'était une rechute, malheureusement, parce que la première fois que j'avais vécu un trouble alimentaire, c'était plus dans mon adolescence. Donc, c'est sûr que mes proches se sont inquiétés quand même rapidement quand ils ont vu que mon poids descendait. ouais, Mais moi, à ce moment-là, j'étais complètement dans le déni. Moi, je disais, non, non, moi, je suis en santé. ouais, Vraiment, je me sentais toute puissante à ce moment-là. ouais, Puis, je voulais pas qu'on m'arrête. Donc, c'était vraiment ça. Je voulais atteindre mon objectif de santé. ouais, Puis, c'est ça, à un certain point, là, je pense que c'est vraiment plus devenu dans l'anorexie parce que je sentais que j'avais le contrôle sur ma faim. J'étais capable de la supprimer, puis de ouais, là, commencer à vraiment diminuer au niveau du volume et non ouais, seulement de la qualité. c'est Euh, ça. donc, Fait que, tu sais, c'est ça l'affaire qui fait que, oups, qui fait que, voyons, que c'est, je vais juste avoir de la misère parce que c'est pas ça. Je vais mettre en retard. Excusez-moi, je laisse cette slide-là. Mais c'est ça qui fait que c'est difficile, c'est parce que l'orthorexie puis l'anorexie vont être parfois mélangées. Euh, Si tu avais à. Parce que, tu sais, les choses qu'on faut surveiller dans ce temps-là, c'est tout comportement obsessif. Tu sais, on s'entend aussitôt que manger devient obsessionnel, aussitôt que ça prend trop de place, que ton activité physique prend trop de place, que ta préoccupation à ta santé prend trop de place, faut se questionner. C'est un aspect de la vie, ça ne devrait pas être la principale. Les pensées obsessives sur le poids et le corps, les pensées rigides sur l'alimentation, des changements de comportement d'humeur, des changements de poids. Il peut en avoir, des fois, il n'y en a pas.
Faut pas nécessairement penser qu'il va y avoir une perte de poids. Mais l'isolement, l'évitement, les changements dans les activités qu'on aimait, que la personne qu'on connaît fait plus, elle a toujours mangé au restaurant avec nous, là, elle fait plus. Euh, c'est des choses qui rassemblent pas mal tous les troubles alimentaires. Fait que c'est pour ça que parfois, on a de la difficulté à faire la différence, mais l'orthorexie, c'est toujours principalement la santé qui va devenir obsessionnelle, tu sais. Euh, Toi, tu verrais, parce que moi, je t'explique c'est quoi ce que je pense qui est la différence de ce que j'ai lu. Toi, ça serait quoi la principale différence que tu as remarquée chez toi entre l'anorexie puis l'orthorexie? Euh, je dirais au niveau de l'énergie. OK? Parce que quand j'étais vraiment seulement dans l'orthorexie, puis que je mangeais quand même une quantité qui Oui, était qui comblait peut-être pas totalement mes besoins, oui, mais tu sais, j'étais quand même mieux. Je me sentais quand même avec plus d'énergie. oui, Euh, j'étais encore moi-même. J'avais encore mon petit pep, ma petite bonne humeur. oui, Quand je suis tombée dans l'anorexie, oui, euh, ça, c'est complètement parti. oui, Je me sentais vraiment fatiguée, vraiment très blasée de la vie. Il n'y avait plus rien qui... Tu sais, c'était comme... J'étais vraiment en mode survie à ce moment-là parce que je me nourrissais pas assez puis mon corps capotait. Euh, donc, je pense que c'est à ce niveau-là, peut-être au niveau des conséquences physiques, mais aussi psychologiques, oui, pour moi, c'était comme plus, je le sentais plus dans l'anorexie. oui. Puis, tu sais, parce que est-ce que tu penses que les autres ont un rôle à jouer important, tu sais? Parce que moi, j'ai l'impression, je me répète peut-être, mais que on met trop d'emphase sur l'importance de bien manger. Quand je parle de catégorisation, tout le monde qui est là à l'écoute va réagir intérieurement, mais tu sais, quand on dit, hey, j'ai mangé des cochonneries. Ce mot-là, pour moi, est terrible. Il ne Mhm. devrait pas être dit. Si on pense, tu sais, imaginons-nous là, dire ça dans un pays où ils n'ont pas accès à de la nourriture. Fait comme, ah, t'as mangé des poubelles, tu sais. Non, non, des cochonneries. Ben, c'est quoi des cochonneries? C'est des poubelles? Non, c'est des chips. Ah, t'as accès à des chips. C'est comme, il y a pas, c'est, pourquoi tu penses qu'on a décidé de catégoriser comme ça? Pourquoi qu'on parle de cochonneries au lieu de parler de l'aliment? As-tu une idée? La source, c'est vraiment une bonne question. Je ne saurais pas dire de où ça vient, mais je suis totalement d'accord avec toi que ça a des impacts vraiment, vraiment négatifs. Tu sais, dès notre jeune âge, tu sais, les desserts, le plaisir au niveau de l'alimentation, c'est réservé à des événements qui sont spéciaux. Tu sais, c'est Ouais, comme le gâteau, c'est pour la fête. ouais, Tu sais, tu sais, c'est comme très jeune, on nous dit qu'il y a des aliments qui sont bons, qui sont moins bons, qu'il y a des ouais. aliments qu'on est obligé de manger. Il y en a que c'est juste de Rare, consommation. Tu que sais, c'est c'est ça. rare. Ouais. Exact. Il y a un discours très... puis, tu sais, ça se perpétue vraiment dans le temps. Tu sais, moi, je travaille dans un café, puis on sert le sucre nous-mêmes. Puis c'est tout le temps drôle de voir la réaction des gens. Hein. Tu sais, c'est comme, est-ce que vous prenez du sucre dans votre café? Ben non, voyons donc. Hey, franchement, non, non, c'est pas bon ça. Moi, j'ai arrêté depuis plusieurs années, tu sais. Puis là, c'est comme... Comme s'il parlait qu'il avait fumé la cigarette, qu'il avait arrêté de fumer la cigarette. Exactement. Tu sais, c'est comme... Où il y en a des fois que c'est... Ben ouais, je vais te prendre un petit peu de sucre. Puis tu sais, c'est comme ils ont une gêne à demander ça, À mais demander du sucre. Tu c'est... sais, c'est terrible. Moi, je pense que le fait de dire des cochonneries, de la scrap, de la malbouffe, va avec la peur de prendre du poids, la pensée qu'il faut se restreindre dans certains aliments pour être en santé. A créé ça en se disant, ben, si je traite certains aliments de mauvais, ça va me moins donner envie d'en manger parce que je vais me culpabiliser. Mais Mhm. la culpabilité fait l'inverse, finalement, parce que si tu te sens restreinte dans quelque chose, tu vas en avoir encore plus envie d'en manger. Fait que ça fait un cercle. Mais tu sais, comme société, dans la façon de parler de la nourriture, dans la pression qu'on se met, dans le tabou à dire je vais manger du sucre, tu
tu sais, j'ai écouté un documentaire de montagne parce que je suis une fille de montagne, j'aime ça, tous les trucs de montagne. Puis le documentaire, c'était quelqu'un qui montait en escalade, puis ça durait comme 8 jours, puis elle dormait sur la paroi de la montagne, là, tu sais. C'était quelque chose. Puis il se nourrissait de quoi, tu penses? Pas de carottes, là, puis de céleri, là. Il se Non. nourrissait de macaroni au fromage, des pâtes, des trucs très remplis de sucre, d'amidon, parce que ton corps, il se nourrit principalement de ça. C'est pas mauvais, mais on a tendance à vouloir vraiment trouver la solution miracle pour être en santé, tout le temps en lien avec la nourriture. Mhm. Puis tout le temps en lien aussi beaucoup avec le poids. Ça, tu l'as très bien nommé. Tu sais, est-ce qu'on aurait autant peur du sucre puis du gras si ça avait aucun impact sur notre Très corps bonne question. physique? C'est Peut-être pas. peut-être pas. Moi, je pense pas. Tu sais, ça revient beaucoup à l'importance qu'on accorde à la minceur, mais aussi, moi, je pense que ça a un lien par rapport au discours qu'on a sur la santé et qu'on associe la minceur à la santé. Puis Oui, c'est là que, aussi, dans les études scientifiques, ça commence à ça diffère. se dissocier parce que c'est faux de dire qu'une personne qui est dans un corps qui est fait plus gros est pas en santé. Non. On est en train de déconstruire ces mythes-là, puis je pense que c'est super, super important parce que ça va, j'espère, enlever une pression sur cette minceur-là qu'on cherche à tout prix, puis qu'on n'est pas toutes faites pour avoir cette minceur Non. extrême des fois qu'on Oui. vénère. Euh, Puis, puis il y a aussi cette espèce d'impression qu'il faut se mettre des règles pour manger, sinon on va manger n'importe comment. Moi, j'avais un client qui m'avait dit, mais oui, mais là, Lisandré, si je me dis pas qu'il faut que je mange la poutine une fois semaine ou que c'est rare ou que, tu sais, ou que je me mets pas des règles, il faut qu'il y ait des légumes, il faut qu'il y ait ici, ben moi, juste manger des poutines. Puis puis j'ai c'est dit, ben, tellement faux. c'est pas vrai que tu vas manger juste de la poutine. Puis là, tu sais, tu vas, puis c'est pas dans le sens que c'est pas bon de la poutine puis tu vas t'écœurer. C'est juste que tu vas réaliser que c'est plate de manger toujours la même chose. Puis que ça soit toujours des légumes, toujours de la poutine, toujours du gâteau, c'est plate de manger la même chose. Puis on finit par s'habituer au goût. Fait que c'est dans cette variété-là de te donner le droit de manger de tout en te disant, ben c'est pas la dernière fois, là. Fait que je suis pas obligée de over-manger parce que c'est la dernière fois Mhm. paraître quand tu n'as plus faim. Puis c'est cet équilibre-là parce que c'est pas parce que tu vas manger une soupe Lipton extra salée que là, tu vas avoir des problèmes d'hypertension pour le restant de ta vie ou que tu vas avoir le cancer. En tant que futur nutritionniste, tu vois ça comment? Ça aussi parce que là, tu étudies en Mhm. nutrition, tu apprends des choses par rapport aux aliments, la santé. Est-ce que ça, des fois, ça vient te chercher dans ton vécu avec l'orthorexie? Comment tu Euh, jongles avec ça? je pense que ça serait faux de dire que ça me fait absolument rien. Je pense que, puis ça, c'est un peu comme n'importe quel être humain. Tu sais, j'ai des super bonnes amies qui étudient avec moi en nutrition qui, eux, n'ont pas nécessairement vécu un trouble alimentaire, mais que même eux, des fois, ça leur rentre dedans. Ils se disent, ben voyons donc, tu sais, est-ce que c'est, tu sais, je devrais-tu modifier ça, ça? Tu sais, c'est comme, on a dit, c'est très sociétal. Puis je pense que il y a beaucoup, en nutrition, il y a quand même beaucoup un accent par rapport aux saines habitudes de vie. Oui, Puis ça, on peut le prendre de deux côtés. C'est de se dire que, comme tu mentionnais, c'est pas parce que je fais un comportement une fois qu'il va avoir un impact. C'est non. complètement faux. Le corps est intelligent. Le corps va toujours chercher à retrouver l'homéostasie, l'équilibre. Donc, c'est pas vrai qu'un comportement va avoir un impact. Quand on parle d'une habitude de vie, c'est un comportement qui va se répéter longtemps dans le temps, puis que là, il peut avoir un impact si c'est vraiment perpétué pendant de longues années. Donc moi, je le vois un petit peu comme ça, mais c'est sûr que des fois, c'est sûr que c'est difficile de toujours en entendre parler, d'avoir l'accent là-dessus, en plus d'être justement dans une société où que la santé est autant Oui. vérifiée. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je jongle là-dedans. Donc, je me rappelle vraiment souvent que c'est quoi la définition d'une habitude de vie, tu sais. Ouais, puis c'est quoi la santé? Parce que c'est un grand mot, c'est comme le bonheur. Tu sais, je veux dire, c'est quoi le bonheur? Tu sais, c'est pas juste
une affaire, c'est plusieurs choses, puis ça évolue. Puis la santé, je pense qu'on oublie ça, puis on le relie, comme tu as dit tantôt, au poids ou à l'alimentation, puis au sport. Mais la santé, c'est plus que ça. C'est ta santé mentale, comment tu te sens, le stress que tu vis dans ta vie de tous les jours. T'es-tu bien entouré? T'es-tu heureux dans ta relation? T'es-tu... Tu sais, c'est très important parce qu'en plus, ça influence notre façon de manger. Tu sais, je Ouais. veux dire, si je me sens pas bien, si je suis fatiguée parce que je me surmène dans mon travail, dans ma vie amoureuse, avec ma famille, ben, j'ai pas le temps de cuisiner ou ça me tente pas. Tu sais, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont importantes. C'est pas juste l'alimentation. L'alimentation, c'est une partie de plusieurs autres. Mhm. Et on a décidé, en tant que société, de mettre l'accent là-dessus, je pense, à partir du moment qu'on s'est inquiété de l'obésité, là, de tout le monde. Tu sais, là, faut pas être gros, fait qu'il faut pas manger ci, faut pas manger ça, faut bouger, let's go, let's go, let's go. Tu sais, au lieu de faire, attendez, là, l'important, c'est que tu sois bien, OK? Puis ça passe par manger des choses que tu aimes. Euh, Mhm. Moi, il n'y a personne qui va me faire croire que ça goûte pas bon des chips. Ça goûte, tu sais, je veux dire, la majorité, c'est salé, c'est sucré. Le sucre, savais-tu que le sucre, quand on mange du sucre, le goût sucré signifie que c'est pas poison. Donc, c'est très rassurant pour le corps quand c'est sucré. Donc, c'est pour ça aussi que ça apporte un certain plaisir. Mhm. Mais si on revient à l'orthorexie, c'est vraiment cette obsession-là qui commence peut-être petit, en voulant faire des petits changements pour notre santé, pour des fois qui peut être comme positif. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas prendre soin de notre santé parce que Mhm. sinon on va devenir orthorexique, mais c'est de se dire, ben là, faut pas non plus que je dénature qui je suis. Ouais. Puis, je pense aussi que, tu sais, prendre soin de notre santé, comme tu l'as dit tantôt, la santé, il y a beaucoup, beaucoup de sphères, hein. Donc, des fois, je pense que pour éviter de tomber dans des schémas de pensée qui pensent que la seule chose que je peux faire pour prendre soin de ma santé, ça serait d'aller courir, ben, c'est de Ouais, me rappeler, OK, ben justement, est-ce que j'ai fait une action pour prendre soin de ma santé mentale cette semaine? Ah ouais, ben non, en effet. Je pourrais peut-être prendre du temps pour mettre de l'énergie dans un autre hobby. Donc, je sais pas ouais, moi, dessiner, me détendre, faire des mandalas. Ça peut être de comme là, mettons l'exemple de la cuisine, ça peut être un couteau à double tranchant, mais est-ce que ouais, mon espace de vie, est-ce que je me sens bien? Tu sais, est-ce que ouais, je pourrais faire un petit peu de ménage? Tu sais, il y a tellement de façons de prendre soin de soi. ouais. Il faut arrêter de seulement obséder sur Euh, l'entraînement, sur La la nourriture. nourriture. Donc, ouais. Ouais. Puis ça c'est important, c'est parce que moi aussi, j'ai eu des troubles alimentaires. Moi, ça a été l'anorexie puis la boulimie. Euh, mais je me rappelle quand, dans mon rétablissement, je suis devenue là, mais agacée par cette alimentation saine-là. Ça me choquait. J'étais désagréable. Moi, dans mes cours de nutrition, j'allais à mes cours de nutrition avec du McDo pour voir la réaction du monde dans mon cours. Parce que je voulais choquer le monde, je me rappelle, j'ai travaillé dans un hôpital au début, puis on avait des dîners avec des professionnels de la santé, des médecins, des infirmières, des docteurs, tu sais. Puis j'amenais du McDo souvent pour voir la réaction. Puis je me rappellerai tout le temps d'un médecin qui m'avait dit, vous n'êtes pas la nouvelle nutritionniste? Puis là, j'ouvrais mon truc de McDo, j'étais comme oui. Vous mangez du McDo? Puis là, j'avais répondu, je dis, vous en mangez jamais? Puis là, il m'avait fait un petit sourire, du ouais, c'est bon parfois du McDo. Tu sais, faut arrêter de se sentir mal face à des aliments. Et chaque aliment, moi j'aime bien dire, chaque aliment a une fonction. On mange pas des chips comme on va manger des carottes. C'est pas la même affaire. C'est pas dans le même contexte. Moi, j'ai toujours une pizza congelée dans mon frigidaire. Pas celle la moins salée, celle que je préfère. Parce qu'elle est utile parfois. Faut Mhm. faire job. C'est important. Puis je pense aux parents, aux gens qui ont mille et une choses à faire. Moi, j'ai pas d'enfant, fait que j'ai le temps de cuisiner, puis je le prends même pas, puis je manque de temps, fait que je peux pas penser aux parents. Fait que c'est en plus, il faut se mettre une pression sur, faut pas que ça soit transformé, faut que ça soit bio, faut que ça soit, tu sais, ça en fait beaucoup. Puis oui, ça peut mener à un trouble de santé mentale comme l'orthorexie quand que en plus, mais on se sent valorisé par ça et puis que ça prend toute la place parce que un trouble alimentaire, ça sert pas juste
à se mettre en santé, entre guillemets, ou à perdre du poids. Ça sert à quoi d'autre, Marie-Jeanne? Ben, il y a différentes fonctions. Si je parle de mon expérience à moi, c'était beaucoup le contrôle. Ouais. Je cherchais à venir comme prendre le contrôle sur quelque chose dans un moment de ma vie où je sentais que je perdais le contrôle. Fait que c'est sûr que ça a une fonction. Ça peut avoir une fonction de réconfort. Ça peut avoir une fonction de gestion des émotions. Quand tu n'es pas capable, ben, tu te tournes vers la nourriture. Donc, il peut y avoir toutes sortes de fonctions, mais je pense que très, très souvent dans les troubles alimentaires, il y a une fonction de contrôle qu'on cherche à se rattacher à quelque chose, tu sais. Et moi, j'espère que vous n'entendez pas le son. Mais contrôle, mais aussi valorisation, estime de soi, parce qu'on est fier. C'est Ouais. une fierté d'être capable, c'est quand tu arrives à contrôler quelque chose, euh, Mhm. ça amène une fierté. Puis malheureusement, comme on disait plus tôt, quand en plus la société valorise les gens qui vont manger d'une certaine manière, bouger d'une certaine manière, c'est très dur de ne pas aller vers là. Tu sais, les athlètes sportifs, souvent, on va les valoriser beaucoup, mais c'est pas l'athlète sportif n'est pas nécessairement celui qui est le plus en santé. Si vous vous mettez à lire des livres, des biographies sur les athlètes sportifs, ce que j'ai fait beaucoup parce que ça m'intéressait, souvent eux-mêmes le disent qu'il y a un problème parce que leur vie tourne autour de une chose et leur corps sert à ça et parfois il y a des blessures qui se font parce que c'est extrême. Les extrêmes, c'est jamais la bonne chose. Non. Donc, il faut trouver notre milieu. Ouais, Ouais, ben je pense que tu, tu l'exprimes super bien que, tu sais, en fait, c'est de se ramener au concept d'équilibre. Tu sais, on peut pas focuser sur seulement une chose. Tu sais, on est une personne à part entière. Puis très souvent, le trouble alimentaire, il trouve une fonction de s'identifier. Donc, souvent, les gens vont s'identifier par leur trouble alimentaire. Puis ça peut devenir super problématique après ça pour s'en défaire. Donc, c'est ça, c'est super intéressant, puis c'est super important de se voir qu'une personne à part entière, puis de trouver l'équilibre là-dedans entre le plaisir, la santé, l'amour, les relations. Tu sais, faut se permettre de s'épanouir pleinement, puis de pas rester dans une prison, parce que souvent, le trouble alimentaire, ça devient une prison. Donc, ouais. non. Puis, pour terminer, avant la partie des questions, je pense que c'est important de nommer qu'un trouble alimentaire, on en guérit. Euh, Mhm. Peu importe le trouble alimentaire, le rétablissement, il est différent pour chaque personne. Il peut être long, il peut être moins long. Il n'y a pas de manière exacte. C'est pas tourne à gauche, après à droite, puis encore à droite. Là, c'est très. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide. Euh, il faut en parler. C'est pour ça qu'on en parle aussi aujourd'hui. C'est pas parce que. Puis, tu sais, on parle d'orthorexie. Puis il y a peut-être des gens qui se disent, bon, ben là, moi, c'est quoi, là, je prends trop soin de ma santé, puis là, c'est un problème. Quand on sait que c'est un problème, tu dirais que c'est quand que ça commence à être un problème? Euh, je pense que c'est quand ça prend toute la place, puis que ça entraîne une certaine dysfonction dans ton fonctionnement général. Donc, tu sais, ouais, je pense que ça serait ça, mais en même temps, des fois, on n'est pas obligé de se rendre là pour dire, OK, j'ai une problématique, tu sais. Donc, je pense que c'est quand ça prend vraiment trop de place, puis que tu commences à mettre des choses importantes pour toi de côté. Ouais, Ouais, moi, je pense que c'est décrirais comme ça. quand c'est plus, ce n'est plus, quand ça prend trop de place, comme tu dis, quand c'est obsessionnel, quand tu arrêtes de faire quand tu as des actions qui sont complètement différentes de ce que tu faisais avant. Tu as Mhm. toujours aimé les biscuits Oreo, mais là, tu éprouves la culpabilité, puis tu n'es pas capable d'en manger sans te sentir coupable. C'est pas santé, entre guillemets, tu sais. Mais les gens vont être fiers, malheureusement, de dire, hey, maintenant, j'ai plus besoin de manger ça. Mais tu sais, c'est d'apporter trop d'importance à ça. Mhm. Fait que, fait que voilà, j'espère qu'on a pu attiser un peu vos questionnements, répondre peut-être à certaines questions. Malheureusement, tu sais, il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas un diagnostic précis de l'orthorexie. La principale différence avec l'anorexie va être, comme on a dit tantôt, le focus va être beaucoup plus sur la santé que le poids, mais ça bouge. Donc, ça peut facilement être un qui amène à l'autre.
On peut voir aussi quelqu'un d'anorexique passer par l'orthorexie pour s'en sortir. En se disant, ben, au moins, là, au lieu de focuser sur le poids, je vais focuser sur ma santé. Tu sais. Est-ce que c'est mal? Non. Moi, pour m'en sortir, j'ai passé par la boulimie. Ça passait par là. Tu sais, je veux dire, il y a comme des étapes, mais c'est important de comprendre c'est quoi pour être capable de les reconnaître et d'aider ceux qu'on aime. Mhm. Je reviens sur n'hésitez pas, Aneb est là. On est là pour vous aider quand vous avez des questions comme ça. Puis j'espère que vous avez apprécié cette rencontre-là. Puis si vous avez des questions, je vous invite à l'écrire dans le chat. Je crois que déjà, je vois quelques questions. Oui, on a quelques questions qui ont été posées à date 2 et après un magnifique compliment. Je vais vous poser la première question. Donc, le participant a noté, c'est difficile d'accompagner les gens dans leur habitude de vie en contexte de maladies chroniques, par exemple diabète, cholestérol, etc., sans parler de qualité alimentaire. Est-ce que la clé est le mot modération? Moi, je dirais la clé est le mot variété. Euh, dans la variété, modération, ça peut être un mot intéressant, mais dans la variété, ça veut dire, ben, je peux pas toujours manger la même chose, il faut que je varie. Varier veut dire, pas nécessairement, c'est une autre façon de dire modéré, mais beaucoup plus positivement, je trouve. Parce que modération, c'est aussi une façon de dire, faut pas beaucoup, faut pas souvent, tu sais. Tandis que varier, c'est comme, ben là, j'ai mangé du gâteau au fromage, faut varier, demain, je peux manger autre chose. Tu sais, c'est plus ça. Mais la personne a nommé dans les contextes de maladies chroniques comme le diabète, comme le cholestérol, toutes ces maladies-là, moi, je trouve ça très, très, très important que vous ayez rencontré une nutritionniste dans ce temps-là parce que c'est eux qui sont les professionnels de la santé au niveau alimentaire. Il y a des mythes très grands, des croyances comme le cholestérol. C'est pas parce que vous mangez trop de cholestérol nécessairement que le cholestérol va augmenter. Donc, des fois, vous n'avez même pas à changer votre alimentation. C'est du cas par cas. Donc, ça, c'est important d'aller voir les bonnes personnes pas juste des gens sur Internet qui vous disent quoi faire. Ça, c'est une des choses. Puis c'est vrai que ça se peut que parfois, il faut manger d'une certaine manière pour l'organe. Donc, tu sais, mettons qu'on se dit, ben là, si mon corps il y a un problème d'insuline, ben, il faut que je mange d'une manière pour aider. Mais pas le voir comme étant une restriction, voir ça comme étant une façon d'aider mon corps. Tu sais. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de manger du sucre. Es-tu d'accord, Marie-Jeanne? Ouais, ben, je trouve que tu l'as super bien expliqué. Puis, tu sais, dans un de mes stages, je travaillais avec les maladies chroniques, justement. Puis, tu sais, le nombre de personnes qui reçoivent le diagnostic de diabète, puis sont comme, ben, je peux plus manger de glucides, c'est fini. Mais Tellement. au contraire, tu sais, les glucides, c'est ce qui va donner de l'énergie, c'est essentiel. C'est juste que faut veiller à la qualité, à la quantité, puis à la variété. Puis, dans le fond, ça va être la clé. Mais je pense que comme tu l'as mentionné, d'être accompagné d'une nutritionniste dans ce temps-là, c'est vraiment, vraiment essentiel pour vraiment bien prendre en charge, puis pas justement tomber non plus dans un excès de restrictions, puis tout ça. Vous avez une chirurgie à faire, vous n'allez pas voir le garagiste à côté ou votre voisine Ginette qui sait comment recoudre quelque chose. Vous allez voir le chirurgien. Si vous avez une dépression, l'idéal, c'est d'aller voir le psychologue. Si vous avez des traumas, la nutritionniste, elle, ça va être l'alimentation, puis ça change tellement souvent que c'est important d'être à jour. Comme je répète, le cholestérol, mon Dieu, qu'on nous disait, faut pas manger des œufs parce que là, c'est trop de cholestérol. Puis finalement, on a découvert que si vous mangez trop de cholestérol, le corps en produit moins. Si vous en mangez pas assez, il en produit plus. Puis là, il y a la génétique là-dedans qui rentre. Puis le cholestérol, à la base, c'est pas mauvais. Fait qu'en tout cas, je sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà notre réponse. Merci. J'en aurai une autre. L'une de vous a mentionné le goût sucré signifie que c'est pas poison. Oui. Peux-tu donner plus d'informations? Oui. Ça, c'est vraiment dans la nature, OK, comment ça fonctionne. Mettons, on dit souvent, c'est un exemple qu'on donnait en nutrition. Tu sais, si je me retrouvais sur une planète puis que je ne sais pas quoi manger, c'est une nouvelle planète, ben, je me promènerais. C'est sûr que tout ce qui va goûter âcre, tout ce qui va goûter amer, c'est comme un signal de je sais-tu si c'est bon, pas sucré, c'est rassurant, c'est signe qu'il y a des chances que ça soit correct pour moi.
Pourquoi? Parce que le corps, le sucre, on le répétera jamais assez, c'est sa source d'énergie première préférée. Et comment on le reconnaît, le sucre? Ça va souvent être parce que c'est sucré. L'amidon n'est pas sucré, mais c'est une façon que le corps fonctionne. C'est son gaz, c'est sa manière de fonctionner. C'est son plan A. Mais c'est une façon de dire que c'est aussi pour ça que c'est rassurant. Euh, Puis que ça, on ne devrait pas se culpabiliser pour ça. Puis j'ajouterais juste quelque chose que j'ai oublié de nommer, là, mais il y a aussi la gourmandise. Tu sais, tu sais, d'être gourmand, c'est vu comme quelque chose de mauvais. Je ne sais pas si vous avez déjà encore des mythes puis des choses, là, mais j'en parle souvent. Mais quand quelqu'un me dit, ah ouais, moi je suis gourmand, comme si il disait, ouais, moi je suis méchant. Ça veut dire, mais pourquoi? D'où ça vient la gourmandise? Sais-tu, Marie-Jeanne? Je pourrais pas, non, je pourrais pas répondre, je sais pas. La gourmandise, ça fait partie des 7 péchés capitaux. Ah, c'est C'est vrai. vrai. Si manger, avoir du plaisir en mangeant était quelque chose de mauvais. Donc, il faut changer notre façon de voir manger, avoir du plaisir en mangeant, c'est bien, c'est correct. Donc, je reviens au goût sucré. C'est normal qu'on ait du plaisir à manger sucré. Ça fait du bien. C'est bon. Puis c'est oui, un signe que c'est probablement pas poison. On peut se tromper parfois, là, mais Personnellement, je trouve que la gourmandise est ma plus grande qualité. voilà, aimer manger, c'est quelque chose. Bref, on ne devrait pas le voir comme quelque chose de négatif. C'est comme on ne devrait pas se sentir mal d'avoir mangé du chocolat ou d'avoir pris un dessert quand on n'avait pas faim. Je veux dire, on devrait se sentir mal si on a frappé quelqu'un, si on a fait de la peine à quelqu'un, pas si on a mangé un aliment. C'est pas, ça n'a pas sa place. Mhm. J'aurais une autre question. Est-ce qu'on peut avoir ce trouble par procuration, un parent pour ses enfants? Ah, intéressant. Ben ça, c'est une peur que le parent a parce qu'il veut pas justement, ben sûrement. Ok, moi, je ne suis pas parent, mais je pense que les parents ont le désir de prendre soin, de s'assurer que leur enfant a de tout, qu'il va pas manger des aliments qui vont lui nuire. Mais il faut toujours garder en tête que l'enfant, c'est celui qui est le moins brisé par la société. Donc, l'enfant, s'il n'a pas faim, il va pas manger. S'il a envie de manger quelque chose, il va le manger, il va arrêter quand il n'a plus faim. Donc, d'essayer d'éviter de lui mettre par-dessus ça des règles que nous, on a. Parce que je prends tout le temps l'exemple de ma nièce qui était enfant, on lui avait donné un whippet. Pour la première fois, moi puis mon père, parce qu'on la gardait. Puis je me rappelle, elle a mangé le whippet là, comme si c'était l'affaire la plus incroyable. Mais elle l'a rempli dans sa bouche. Puis après ça, elle a dit encore. Tu sais, ça l'avait comme 1 an ou 2, là. Là, mon père était comme, ben non, on n'est pas pour lui donner un deuxième whippet, là, c'est beaucoup de sucre. Je dis, ben voyons, on le donne bien un. Elle a pris une bouchée, puis elle nous l'a remis. Parce qu'elle, dans sa tête, elle écoute, tu sais. Puis il y a des parents qui m'ont déjà dit, mais oui, mais là, elle va manger la crème glacée, elle va se rendre malade. Je sais, je suis pas parent, c'est pas moi qui ramasserais le vomi, là, mais on s'entend que c'est comme ça qu'on apprend quand c'est trop. C'est comme l'alcool. Quand tu as bu ta première bouteille de vodka au complet, tu as été malade, tu sais que c'est trop, une bouteille. Je sais que c'est pas l'idéal. Je comprends les parents de dire, ben oui, mais moi, je veux pas que mon enfant soit malade. C'est pas ça que je dis, mais c'est quand même de se dire, laissez-les faire leurs propres expériences. Ils apprennent. L'enfant se laisse pas normalement mourir de faim ou va pas manger à excès. C'est vous qui décidez de ce que vous lui donnez. Donc, de lui offrir encore là de la variété. Donc, aujourd'hui, le dessert, si tu as faim encore, c'est du chocolat ou un yogourt. Là, s'il veut du chocolat encore, ben non, là, on change. À soir, c'est ça ou ça. De lui donner des options, mais de ne pas mettre l'accent sur, ben ça, c'est rare parce que ça, c'est pas bon ou que ça fait. Donner des options pour qu'il puisse comprendre que tous les aliments sont accessibles, mais que ça prend une variété, puis un équilibre dans tout ça. On ne peut pas juste se nourrir de chocolat, comme on ne peut pas juste se nourrir de céleri. Mhm. Puis, je pense que je rajouterais par rapport à ça que l'étiologie des troubles alimentaires est extrêmement variée. Donc, oui, on peut avoir des prédispositions, oui, il y a des facteurs qui précipitent, puis tout ça, mais c'est vraiment très, très complexe. Donc, oui, le parent peut avoir un impact, tout dépendant de ce qui a été vécu dans l'enfance, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de facteurs.
qui vont venir influencer là, le développement ou pas d'un trouble alimentaire. Juste d'assister, de vous informer, d'essayer de comprendre, c'est toujours très bon. Puis, tu sais, on vit dans un monde, j'ai envie de dire, c'est quand même, il y a des choses moins le fun, mais quand même le fait qu'on s'instruit, excusez-moi, là-dessus. Donc, c'est bon de savoir ça. Mais les parents font de leur mieux la majorité du temps. Puis si vous n'êtes pas sûr, puis que vous vous demandez si ce comportement-là est correct, appelez-nous à ANEB. On va pouvoir vous référer à la bonne personne ou répondre à cette question-là. Il y a une autre question? Une autre question, quel professionnel de la santé est-ce que vous recommandez pour soutenir quelqu'un qui souffre d'un TCA? Alors là, ça prend une équipe, l'idéal. Si on part de l'idéal, c'est sûr que d'avoir un médecin qui suit pour les prises de sang, l'état de santé général, le suivi, le psychologue, la nutritionniste, c'est la base. Après ça, moi, je trouve ça bon d'avoir un kinésiologue, d'avoir des groupes, d'avoir, tu sais, parce que c'est plusieurs aspects. C'est pas juste l'alimentation, c'est pas juste euh, l'aspect psychologique. Il y a plusieurs choses. Mais ce que je peux vous dire, c'est que parfois aussi, des fois, par exemple, si on parle d'anorexie, que la personne est très, très, très dénutrie, puis encore là, faut pas se dire, ben, elle est pas maigre, fait qu'elle est pas dénutrie. Non, c'est ça pas, on peut être extrêmement dénutri par avoir un poids qui semble bien correct. Donc ça, c'est important à noter. Mais quand on est dénutri, on a de la difficulté psychologiquement à travailler. Donc parfois, on va voir une nutritionniste pour essayer de devenir comme, d'avoir une alimentation plus équilibrée, puis que le corps est tout ce dont il a besoin pour fonctionner. Et après, c'est possible de voir le psychologue. Mais c'est une équipe. Mhm. Mais de commencer à en parler à votre médecin, euh, de partir à la chasse de deux professionnels, une nutritionniste ou un nutritionniste diététiste, un psychologue, puis le premier que vous pognez, commencez. Mais tu sais, ça prend une équipe. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Marie-Jeanne. C'est pas quelque Euh, chose ben, c'est ça. nécessairement tout seul. L'idéal, c'est d'être aidé. Mhm. Ben, je suis totalement d'accord parce que c'est une maladie qui a plusieurs composantes. Il faut, oui, travailler l'alimentation, mais il faut trouver aussi le pourquoi, la fonction qu'on parlait. Moi, je rajouterais aussi des fois de mettre une sexologue dans l'équipe, ça peut être super, super pertinent. Une TS même. Tu sais, c'est du cas par cas pour savoir quel professionnel en priorité on a besoin d'aller voir. Mais après ça, le mieux on est entouré, le mieux on peut guérir ça. Comme que tu disais tantôt, c'est un cheminement qui prend du temps, un cheminement qui a des hauts, des bas. Alors, le mieux qu'on est entouré, le mieux on peut... on met toutes les chances de notre côté dans ce temps-là. Tu as entièrement raison. Puis je pense qu'on peut ajouter l'importance d'aller voir un professionnel de la santé. Donc, ça veut dire qu'il y a un ordre professionnel derrière. Parce qu'il y a des gens qui peuvent s'inventer thérapeute, tu sais, coach de je sais pas quoi, tu sais. Ça prend une aide qui est spécialisée souvent dans les troubles alimentaires et c'est ça qui est le plus difficile à trouver. Mais tu sais, bloquez-vous pas si vous trouvez pas un nutritionniste, un psychologue qui connaît les troubles alimentaires. C'est déjà un début, OK, parce qu'on sait que c'est difficile, mais souvent, ces gens-là, qui sont professionnels, vont aller chercher les réponses pour pouvoir vous soutenir ou va vous référer à une personne qui s'y connaît mieux. Donc, déjà, si vous faites affaire avec un professionnel de la santé qui a un ordre professionnel, vous êtes protégé, puis vous vous assurez d'avoir une aide qui est beaucoup plus spécialisée. Voilà. Et j'ai une dernière question qui concerne le sucre. Quand on coupe tout le sucre, le cerveau doit souffrir, n'est-ce pas? Alors oui, premièrement, c'est quand on parle de diète keto ou keto, c'est l'anglais de cétogène. Donc, c'est que le corps est obligé de transformer le gras en sucre et il va produire des corps, ce qu'on appelle des corps cétoniques. Donc, c'est ça, là, il y a même une mode là, de gens qui se mesurent le corps, la cétose qu'ils produisent. Petite blague à part, quand j'étudiais en nutrition, on parlait de personnes qui sont en cétose et qui produisent des corps cétoniques. Et ça, souvent, ça donne une haleine d'urine. Et des gens me disaient souvent, mais ça, c'est un des premiers symptômes dans l'anorexie. La personne ne va pas sentir bon de la bouche parce qu'elle est en cétose. Donc, c'est pas quelque chose de positif. Fait que là, quand on est rendu à vouloir calculer ça puis se dire qu'on est hot parce qu'on dégage des corps cétoniques,
c'est pas quelque chose que le corps, il fait ça en mode survie. Donc, quand on réduit les sucres à notre consommation de glucides, à produire ça, les gens vont vous dire, ben, il fonctionne très bien, c'est comme ça, vous allez perdre du gras. C'est son plan B. Il faut se rappeler que le corps a un plan A. Puis le plan A, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Votre plan B, c'est pas de fonctionner sur votre réserve d'argent ou emprunter à la banque puis vivre avec votre crédit. Le plan A, c'est de pas avoir de dette. Votre corps, son plan A, c'est la même chose. Donc, il y a un équilibre à avoir. Puis si vous n'êtes pas certain puis que vous vous questionnez sur votre relation avec votre alimentation, il y a des professionnels de la santé pour vous aider là-dessus. Voilà. Alors, Merci beaucoup. Je n'ai plus de questions pour l'instant. Pour l'instant, merci Lisandré, merci Marie-Jeanne. C'était très intéressant. merci à tout le monde. Et puis, gênez-vous pas, venez nous parler chez ANEB si vous avez quoi que ce soit. Et puis, merci encore d'avoir été présent aujourd'hui. On va sûrement mettre en ligne ce webinaire-là éventuellement, fait que vous pourrez dire aux gens d'aller le regarder. Il va sûrement être en ligne directement sur notre site web d'ANEB, il va y avoir les informations. Merci J'en beaucoup. profite rapidement parce qu'il me semble que Marie-Jeanne, on peut te revoir sur les balados. Et on a un balado pour les proches qui est important de nommer. Mhm. Ouais, puis dans le fond, moi j'ai participé au balado sur les témoignages de l'hospitalisation. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, c'est super intéressant. Moi, puis une autre bénévole, on a parlé de notre expérience. Effectivement, super intéressant et pertinent. Et on retrouve le balado sur le site internet de ANEB. Merci. Merci beaucoup.